Salut, c'est les Jérôme. On continue à répondre aux questions que vous nous avez posées avec cette quatrième partie où l'on va aborder des sujets plus spécifiques concernant nos travaux. Alors, encore une fois, faites attention, nous ne sommes pas des experts. On vous donne juste notre avis et ne prenez pas nos réponses pour des vérités. C'est la nôtre, mais il y a plusieurs points de vue, d'autres avis, et comme tout le monde, on peut toujours se tromper. Nous avons écarté les questions qui trouveront leur réponse dans une prochaine vidéo, ou qui ont déjà reçu réponse dans un vlog qui a suivi puisque la liste des questions commence à dater. On a aussi passé les questions qui en réalité n'en étaient pas vraiment, suggérant qu'on aurait dû faire autrement quelque chose, en gros les faites comme je dis. On profite aussi de cette petite introduction pour rappeler qu'on est continuellement dans les travaux, parce qu'on reçoit parfois des questions ou remarques qui n'en tiennent pas compte, en faisant beaucoup de conclusions hâtives ou en interprétant nos intentions ou la conduction de nos travaux. Attendez le résultat final avant d'imaginer qu'on va ou qu'on ne va pas faire telle ou telle chose, qu'on a oublié un détail, etc. On essaie d'être pourtant le plus complet dans nos explications. Peut-être qu'on n'arrive pas à bien rendre compte des raisons qui ont motivé nos décisions. Comme on est le nez dedans, on néglige peut-être certains détails qui pour nous coulent de source mais qui en réalité sont importants. Parfois aussi les réflexions, applications et éléments sont trop nombreux pour tout détailler. Et on ne peut pas passer notre temps à rendre compte de tout et de toute notre réflexion aux éternels insatisfaits, à qui nous ne répondrons d'ailleurs jamais. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons sur comment rénover une maison en général, on vous montre simplement comment nous on fait pour la nôtre. On a nos raisons pour les choix qu'on fait, même si ce n'est pas forcément les meilleurs ou ceux que vous feriez. Ces décisions nous appartiennent sans qu'on ait à devoir s'en justifier. Il va falloir l'accepter. Quel est l'état de la moitié du château sur laquelle vous ne travaillez pas? Comme pour la partie sur laquelle on travaille, avant qu'on démonte, tout est assez vétuste. On a fait quelques petits travaux d'assainissement et colmaté les fuites d'air dans les châssis. Ce n'est pas d'un grand confort, mais habitable. Il n'y a pas de chauffage, sauf notre pièce de vie au rez-de-chaussée. Quant à la structure, c'est difficile de dire tant qu'on n'aura pas tout ouvert. A priori, il semble y avoir moins de gros soucis. On sait déjà qu'il y a certainement une poutre pourrie vu le sol bien penché aux étages, ce que cache le faux plafond. On sait aussi qu'il y aura le même travail de réparation sur une ferme de charpente, on a d'ailleurs déjà le bois, et un problème avec la tourelle de ce côté. Autrement, jusqu'ici, on n'a rien identifié en plus. Il y aura certainement encore quelques surprises, mais on sera mieux préparé maintenant qu'on sait ce qu'on peut découvrir et comment réagir. Quels sont vos projets pour cette autre moitié? Ce sera pour y habiter. On n'a pas vraiment de détails à vous donner, même si on a déjà réfléchi, rien n'est vraiment défini. Quand on s'y attaquera, on vous en parlera, mais c'est pas pour demain. Comment appréhendez-vous l'affaissement du bâtiment? On est assez serein sur ce sujet. Il faut savoir que cela ne bouge plus ou très peu. Certaines choses datent d'il y a très longtemps et cela s'est stabilisé avec les années. On en parle dans notre vidéo sur ce qui ne va pas, à laquelle on vous renvoie pour plus de détails. C'est surtout en fait qu'on a compris les causes et vu que les problèmes ont été réglés. À part le mur avec la poutre en bois qui s'écarte, et là-dessus nous sommes intervenus. Ne craignez-vous pas que d'autres tirants soient cassés? Vu qu'on démonte tout, on les verra. C'est sûr que sur notre bâtiment, il faut agir, mais il n'y a rien d'instable non plus. Si un tirant est rompu, comme on en a déjà trouvé un, le mur n'est pas prêt à tomber pour autant, ce serait déjà fait. Donc non, on ne le craint pas, puisqu'on tombera dessus, et s'il y a un problème, on interviendra. Pouvez-vous situer où se passent les travaux sur le bâtiment? Bon, nous on ne voit pas trop ce que cela change de le savoir ou non. Mais pour vous aider, voici un résumé. Ici, du côté sud où se trouve le jardin, voilà la tourelle est où se trouve le grand escalier, avec à côté la verrière. La moitié sur laquelle on travaille, c'est ici. Et d'ailleurs maintenant qu'on a tout démonté, le soir quand on allume la lumière, c'est très flagrant. Le côté ouest, c'est la partie qu'on occupe, mais pas entièrement car on a un peu rogné avec les travaux sur 2 chambres aux étages. Et la tourelle ouest qui est notre cuisine. Rapidement, vue du côté nord, la porte d'entrée du grand escalier, là où on travaille, et notre partie habitation. Et l'ancien portail avec la poutre dans le mur, c'est ici.
Le ciment en façade ne risque-t-il pas de continuer à endommager la maçonnerie? On a pas mal assaini l'intérieur en retirant le ciment, lui aussi présent, et depuis l'enjointoiement à la chaux et le fait que cela soit ventilé, l'humidité aurait déjà quasi disparu. De plus, ce sont des dégâts qui surviennent à long terme et on a l'intention de le retirer en faveur d'un enduit à la chaux. Avez-vous repéré des fissures dans les murs? Comment les avez-vous réparées? On a déjà montré nos réparations de murs en vidéo. Pour ce qui est des fissures dans l'enduit ciment en façade, il y en a plein et régulièrement on fait des inventaires pour surveiller et voir si quelque chose évolue. Pourquoi n'avez-vous pas encore refait la toiture du bâtiment? On a prévu une vidéo sur ce sujet où l'on reviendra sur tous les points de notre réflexion et sur pourquoi ce n'est pas encore fait. Pourquoi ne pas avoir mis à nu le toit pour redresser la charpente? Cela rejoint la question précédente, on a nos raisons, et au vu de la masse de travail que cela représenterait, on n'aurait pas pu aller si vite. Bon, bien sûr, si les travaux de couverture avaient été prévus, on en aurait profité effectivement. Pourquoi ne pas carrément remplacer totalement la charpente? Dans la même veine, vu nos travaux, on nous a même déjà demandé si ça ne serait pas plus simple de tout détruire et remonter du neuf. Bon, on entend bien la remarque, mais c'est un raccourci peu réaliste quand on y réfléchit vraiment. Les coûts et temps de travail que cela impliquerait seraient exorbitants. Et on a montré, puisque c'est fait, que c'était réalisable et à moindre coût. Bon, et puis dans un second temps, notre volonté est de préserver un maximum l'existant, et les poutres ce sont des arbres tout de même. Quel matériau pour la future couverture? Nous souhaitons que la future couverture soit faite en ardoise naturelle. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à l'amiante? Oui, et on a déjà évacué en déchetterie spécialisée pas mal d'amiante qui était en dépôt sur le terrain, avec des protections appropriées et les dispositions qui vont avec. En ce qui concerne la toiture, c'est effectivement de l'amiante. On est conscient du danger, donc, mais il faut garder à l'esprit que seule l'amiante dégradée, qui peut dégager des fibres dans l'air, représente un danger pour la santé. En ce qui concerne notre toiture, les ardoises sont dans un état correct. Si vous n'êtes pas français, comme nous, vous ne le savez peut-être pas, mais lors d'un achat immobilier en France, il y a tout un tas de diagnostics obligatoires à faire réaliser, comme un inventaire plomb ou encore amiante. Et en ce qui concerne l'amiante, on a un rapport extrêmement détaillé sur les suspicions d'amiante dans tout le bâtiment et leur état de dégradation. Donc, on savait à quoi faire attention. Pourquoi le choix de l'acier? Pourquoi pas du bois? Et pourquoi pas? C'est drôle car à l'époque du bâtiment, il y avait déjà beaucoup d'acier utilisé dans la construction. Pour nous, c'était le meilleur choix. Des poutrelles en acier, c'est assez simple à trouver, c'est un matériau bien étudié et dont les caractéristiques sont connues. On avait aussi la contrainte de hauteur entre les étages. Les poutrelles sont beaucoup plus fines que ne l'auraient été des poutres en bois, et d'ailleurs c'est cette même contrainte qui a forcé les architectes de l'époque, durant les transformations, à réaliser la structure assez spéciale composée d'assemblages et suspendue par des tirants à l'étage du dessus, et qui a fini par céder. Au passage, ce sont les IPE qui avaient été posés en remplacement qui nous ont un peu orientés vers l'acier. On pense aussi que pour les manipulations, cela aurait été plus compliqué que cela n'a été avec les poutrelles, et il y a aussi la question du prix. Trouver des poutres en chêne de cette section et longueur, c'est difficile et hors de prix. Quant aux autres solutions, lamellé-collé, dalle-béton, ourdi, etc., on leur préfère la solution des poutrelles. L'acier ne va-t-il pas poser un problème avec la dilatation et pousser les murs? Non, on a calculé et ce n'est pas énorme. Il ne faut pas oublier qu'on ne se trouve pas dans une construction en parpaing, ciment et chaînage, par exemple, qui ne tolère aucun mouvement. La maison est maçonnée en pierre et torchis, et ça bouge un peu de toute façon. Et on peut relativiser cela en se rendant compte que le coefficient de dilatation linéaire du bois est en réalité bien plus grand que celui de l'acier, de l'ordre de 4 à 5 fois plus. Dans notre cas, pour nos poutrelles en acier, la dilatation sur un différentiel de température de 40 degrés n'est que de 2 mm sur toute la longueur. Le bois, c'est bien plus, même si comme il conduit moins la chaleur, cela n'est certainement pas entièrement comparable, tout cela reste très théorique. Avez-vous peint ou traité les extrémités des poutrelles contre la rouille? Oui. Pourquoi de l'EPDM sous les poutrelles mais pas sous les linteaux?
Les poutrelles sont posées sur un support en béton précontraint, donc bien plat, comme la semelle de la poutrelle. Le PDM empêche le contact direct avec l'acier, qui est conducteur et non absorbant. Les linteaux en bois sont ancrés directement dans la maçonnerie. Un EPDM étanchéifierait comme le ferait du béton, avec le risque de pourriture, quand bien même il a été traité. Et pour les linteaux métalliques, ils sont posés dans la maçonnerie, eux aussi, noyés dans du chaux-chanvre et ne rentrent pas dans la pièce. Placer une poutrelle au-dessus d'une fenêtre n'est-il pas dangereux? On a dû s'adapter à l'existant, comme pour la charpente qui est aussi au-dessus d'une fenêtre. La façade est différente des deux côtés, avec beaucoup de fenêtres côté sud, et on pense avoir fait le meilleur compromis. Aussi, au deuxième étage, on a dû tenir compte des encoches déjà présentes et de la position des fermes de charpente. Mais quand bien même, cela se calcule pour ne pas être dangereux. On n'a pas fait les choses au hasard, et à ces endroits on a posé une poutrelle métallique comme linteau, justement, car avec un linteau en bois c'était un petit peu juste. Utiliserez-vous des matériaux modernes? On fait au mieux sans se priver du moderne, chaux-sable, poutrelle métallique, OSB, ferme à sel, chaux-chanvre, etc. Notre priorité est un habitat sain et le plus écologique possible, tout en restant réaliste tout de même. On essaie de faire le plus de récupération possible pour moins d'impact, tout en préservant l'aspect patrimonial, et sous le plancher, l'OSB et les poutrelles, ça ne se verra pas. Quel pourcentage de récupération dans les matériaux? On n'a pas calculé, ce serait trop compliqué. Et puis ça dépend, forcément pour l'OSB c'est 0%, et puis comme vous l'avez vu pour les pierres de la verrière, ou comme vous le verrez bientôt dans certains projets, on tend vers les 100%. On visera toujours la récup, mais tout n'est pas toujours possible. Il faut bien qu'on remplace ce qui n'est plus valable, tout ça prend du temps, il y a donc certaines limites. Quel traitement pour les déchets issus du chantier? On fait donc beaucoup de récup dans les déchets issus du chantier, on passe pas mal de temps au tri des matières et sans discriminer quoi que ce soit qui n'a aucune utilité immédiate, car avec le recul, on se rend compte en fait qu'on a déjà pas mal utilisé de choses qui a priori étaient des déchets. Ce tri étant fait, il reste tout de même des déchets qu'on ne peut pas réutiliser, on pense aux déchets chimiques, même si on n'en génère que très peu, et le plâtre. Ceux-là, on va les déposer en déchetterie. Le bois détérioré, qu'on sait non traité ni pas, on le brûle pour le chauffage ou l'eau chaude. Et les débris de ciment et gravats la servent de remblai car c'est inerte. Au vu des mauvaises surprises, n'avez-vous pas de regret d'avoir acheté ce lieu? Pas du tout, si on voulait n'avoir aucune surprise, il fallait faire du neuf. Bon, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à tout ça non plus. Mais comme on en a déjà parlé dans notre vidéo sur notre projet, on aime tellement cet endroit que cela occulte tout le reste. Et puis jusqu'ici finalement, on s'en sort et on a trouvé des solutions. Notre projet a pris une direction qui n'était pas prévue au départ, mais qui n'est pas mal non plus. Ne pouvez-vous pas vous retourner contre le vendeur pour vis caché? Alors attention avec la définition de vis caché. Si la toiture s'écroule le lendemain de l'achat d'un bien, ce n'est pas nécessairement la responsabilité du vendeur, ni un vis caché. Un vis caché veut bien dire que le vendeur aurait intentionnellement dissimulé, par intervention, un problème majeur dont il a connaissance, par exemple refaire rapidement un plafonnage ou un faux plafond tout pourri qu'on sait mouiller par des infiltrations pour que cela soit bien propre pour la vente. Bon ben chez nous il aurait fallu poser des faux plafonds partout et des cloisons pour faire penser que tout est droit. Et quand bien même, dans la réalité ça doit être difficile de prouver les intentions du vendeur, à moins que cela ne soit vraiment très flagrant. Quand on a visité, tout était dans son jus, on ne pouvait pas l'ignorer, le vendeur n'avait certainement lui-même pas idée des désordres qui se tramaient derrière tous les enduits et plâtras. Avez-vous des choses que vous auriez fait différemment avec le recul? Oui, certaines, mais c'est normal, on a appris beaucoup de choses avec le temps et les travaux. Mais rien de conséquent, on est content de ce qu'on a réussi à faire jusqu'ici. Il y a bien des petites réparations vite faites qui n'ont servi à rien, comme les linteaux béton, etc. Peut-être qu'au niveau des trajets vers la déchetterie, une benne aurait été plus pratique, mais vu la longue durée de location, ça aurait coûté très cher. Qu'est-ce qui a été le plus dur, le plus long pour l'instant? La verrière, car ça a pris quelques années, et le plus dur, la charpente, surtout pour les conditions des travaux, on a vraiment eu froid. Ah oui, et tous les trajets à la déchetterie, on n'aime pas du tout ça. Et ça nous rend malade à chaque fois de voir tout ce qui est jeté d'encore valable. Quelles sont à vos yeux vos plus belles réussites?
Jusqu'ici, on est assez content de la rénovation du soubassement de la verrière et de la manière dont on est arrivé à acheminer et poser toutes les poutrelles. Mais à vrai dire, toute humilité gardée, on est assez content de voir qu'on arrive à gérer ce projet tant bien que mal, car ce n'était pas gagné d'avance. Enfin, jusqu'ici, on verra pour la suite. Et vos plus gros échecs dans la rénovation du château? On n'a pas encore vraiment essuyé d'échecs ni quelque chose dont on est déçu. Sincèrement, ce n'est pas de la prétention à dire qu'on fait tout bien, loin de là, mais si on n'est pas content du résultat, on recommence et on persévère jusqu'à être satisfait. Du coup, on finit toujours quelque chose en étant content. Le temps passe au second plan du coup. Ce qui est peut-être la réponse à la question, selon certains, c'est d'aller si lentement. Enfin, selon les critères de notre société, où tout doit aller vite et on ne veut plus devoir attendre, hein ? Avez-vous trouvé le trésor à force de creuser et de gratter partout? Eh bien oui. Le plaisir de vivre ce projet qu'est cette belle aventure, retrouver la mémoire et objet du passé tout en regardant vers l'avenir. Organisez-vous des chantiers participatifs? Peut-on venir vous aider? Non, on n'en a encore jamais fait. Enfin, rien de digne de ce nom. On a bien organisé quelques petites choses ici et là avec des amis, mais sans plus. Ce serait certainement quelque chose de sympa à faire, mais pour nous cela soulève beaucoup de choses à penser. On n'est pas si bien organisé pour savoir à l'avance les travaux qu'on va faire à un moment donné. Pour bien faire, il faut du travail et des outils en suffisance, sécuriser tout le monde avec les EPI, et sans oublier les assurances. Certains travaux sont parfois complexes, et on est assez exigeant avec nous-mêmes, et on ne peut pas l'être de la même façon avec les autres. Puis, il faut un formateur, car l'idée est d'apprendre quelque chose, il y a donc un rôle de coordination à jouer, et donc de gestion. Par expérience, on se retrouve vite à faire l'intendance et à circuler beaucoup lors de journées comme cela. Sans compter qu'on ne peut pas suivre nos horaires, qu'on ne veut pas imposer, qui du coup se réduisent et au final on fait beaucoup moins. Là où l'on a besoin de coups de main parfois, et où c'est plus jouable, c'est pour des choses plus banales, comme le bois, déplacer les pierres, etc. Mais c'est beaucoup moins intéressant car l'idée d'apprendre quelque chose disparaît, et ce n'est plus du chantier participatif, mais de la main-d'œuvre. On ne se l'interdit pas un jour, mais il faut qu'on y réfléchisse plus en détail, surtout qu'on reçoit énormément de demandes, et clairement il nous sera impossible de répondre favorablement à tous. Donc, on y réfléchit, mais cela doit encore mûrir. Et pour tout vous dire, on a tout de même un petit peu peur de se sentir envahi ou dépassé par les événements, ou des personnes qui ne viendraient pas pour les bonnes raisons. D'autres personnes vous aident-elles? Lorsqu'on reçoit des amis ou de la famille, il nous arrive d'avoir un petit coup de main. Et nombreux sont ceux qui nous en proposent. On freine toujours un peu, car on veut aussi pouvoir voir notre entourage sans qu'il faille faire travailler tout le monde. On se doit aussi de mentionner des personnes de notre village et alentour qui nous ont très généreusement donné du matériel, des outils ou des conseils, et ça aussi c'est une aide précieuse. Sans oublier tous ceux qui nous soutiennent ou nous ont soutenus via le financement participatif, leur générosité nous touche beaucoup. Comptez-vous faire appel à des professionnels? On l'a déjà fait pour quelques petites tâches dans le passé, comme le remplacement des linteaux au tout début et le trou dans le mur du fond de la turbine. Pour la suite, on continuera pour certaines choses de faire appel à des professionnels. Pour la toiture, on n'a pas encore décidé, on en reparlera. Ceci dit, trouver un professionnel, ce n'est pas toujours évident. Quand on en contacte, peut répondre à nos demandes, et on a aussi déjà eu quelques mauvaises expériences. Sans doute, on est trop exigeant. Et il est difficile de savoir si on s'adresse à des personnes compétentes. On peut supposer que ceux qui travaillent bien sont débordés de demandes, et ce sont ceux-là même qui ne répondent pas. Mais bon, là, j'extrapole. Et nous, on rajoute la difficulté de nos désirs de récup et de faire de manière écologique. Et on nous regarde parfois avec un drôle d'air, on sent que notre démarche n'est pas toujours comprise, et cela ne nous motive pas trop. Ceci dit, on a quelques contacts avec des corps de métier qu'on apprécie et à qui on fait appel de temps à autre, notamment pour les choses qu'on sait qu'on ne pourra pas faire par manque de temps et qui, grâce à votre soutien, vont être faites. On vous en reparlera prochainement. Avez-vous fait appel à des associations liées au patrimoine? Non, on a tenté quelques approches, mais sans vrai dénouement. Avez-vous envisagé des partenariats avec des écoles ou autres lieux de formation?
On y a déjà pensé, on a travaillé avec une entreprise d'insertion pour faire du bûcheronnage. Maintenant, avec le Covid, c'est une autre histoire, et avec nos chantiers qui vont un peu dans tous les sens, on voit bien que c'est compliqué. La suite des questions porte sur les travaux à venir. Comme en principe elles trouveront réponse dans les vidéos qui suivront, on va condenser tout ça pour faire court. Tout viendra en temps et en heure, il faut être patient. Avez-vous un visuel de votre projet final à présenter? On avait fait des plans 3D du projet que voici, mais on n'a pas mis à jour les plans. Quelles sont les prochaines grandes étapes des travaux? Finir la stabilisation de la structure et les poutrelles, remonter les planchers, puis l'ossature des cloisons, l'électricité, la plomberie, l'isolation secondaire du sol, les plafonds puis les cloisons, puis enfin les finitions diverses et variées. Bon, sauf imprévu, il faut qu'on cale certaines choses connexes avec la tourelle qui est l'escalier. Vous verrez bien. À l'heure où l'on publie cette vidéo, la structure est quasi terminée, donc le reste est encore loin pour avoir tous les détails. Comptez-vous refaire la façade? Bien sûr, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Il nous semble plus logique d'attendre d'avoir fini les travaux des deux côtés du bâtiment, vu qu'on intervient indirectement sur les façades, et une demi-façade ce serait étrange. Pour la couleur des enduits, comme on a retrouvé une référence des enduits d'origine, on s'orienterait vers cette teinte. Quel système de chauffage envisagez-vous? Au bois, avec une chaudière centrale, plus un poêle en apport. Pour notre partie, on pense aussi à un poêle de masse. Qu'avez-vous prévu en matière d'isolation? Une isolation des murs par l'intérieur en chaux-chanvre banché, la pose de châssis double vitrage, la toiture où l'on mettra le paquet vu que c'est un point de déperdition des plus importants, une isolation du sol au rez-de-chaussée et un peu entre les étages et dans les cloisons. Bon, on ne vise pas non plus une isolation totale et déraisonnée qui représente un coût tant économique qu'écologique. On préfère aussi tabler sur des variations saisonnelles et ne pas chauffer inutilement. On se satisfait parfaitement de 10 degrés minimum dans les chambres, alors que pour l'instant, sans isolation, il peut même frôler le gel au cœur de l'hiver. Allez-vous convertir les châssis existants en double vitrage? Malheureusement, les huisseries sont beaucoup trop fines et fragiles pour y placer du double vitrage. Aux étages, on va placer des nouveaux châssis plus performants en double vitrage et en respectant l'aspect. Par contre, au rez-de-chaussée, vu les crémones, les volets, etc., on hésite encore à les réparer, quitte à garder le simple vitrage. On doit encore continuer notre réflexion, et cela est lointain. Qu'allez-vous faire en ce qui concerne les cheminées? En ce qui concerne les conduits de cheminée, qui étaient au nombre de 21 au total sur tout le bâtiment, on ne va garder que le nombre suffisant qui nous sera utile. Une partie a déjà été condamnée dans le passé, et comme on a déjà montré, on en a aussi refermé. Oui, du feu dans les chambres et ramener 21 conduits 2 fois par an, non merci. Quant aux cheminées en marbre, il n'en reste que très peu qui sont d'origine, et toutes sont fort endommagées. On les démontera avec soin de toute façon, ça prend peut-être un peu trop de place inutilement si ce n'est plus fonctionnel, on verra bien. L'idée est de les restaurer et réparer si on en replace. Ce sera de toute façon le cas au rez-de-chaussée où on veut les préserver. Des projets pour le sol de la filature que vous avez retrouvé? On a pensé à une serre adossée car c'est bien exposé. On a déjà pensé à plein de choses qui iraient avec, mais on rêve peut-être un peu. Comptez-vous toujours construire un nouveau bâtiment en face de l'existant? C'était une blague, un poisson d'avril. Et on vous prévient déjà, soyez sur vos gardes en avril prochain. Allez-vous remonter le mur de la filature à sa hauteur initiale? Pas jusqu'en haut du bâtiment disparu, mais suffisamment haut pour rejoindre le canal et retrouver la hauteur du mur de soutènement. Qu'allez-vous faire en ce qui concerne le canal souterrain? C'est en effet toute la question. Pour l'instant, on essaie de ne pas trop y penser, car ça nous attriste, mais on ne peut pas s'en occuper. Le chantier serait énorme et très complexe.
Bien entendu, notre volonté est de ne pas le laisser s'effondrer encore plus. On laisse donc tout ça dans le fond du coffre à projets et idées. Ceci dit, après les quelques travaux qu'on a prévu de faire grâce au financement participatif, on pourra peut-être entamer les démarches pour faire évaluer le coût d'intervention auprès de professionnels. Et ça risque d'être salé, on va vite déchanter. Prévoyez-vous de refaire un jour les chiens assis? On aimerait, on s'en sent capable, mais au vu de notre emploi du temps, non. Il faudrait aussi arriver à bien retrouver les motifs et courbures des pierres qui les composaient. À quand le retour du vrai verre sur la verrière? Pas tout de suite, on sait où trouver le verre, mais ça coûte cher. De toute façon, tant que l'orangerie sera utilisée comme entrepôt et atelier, ce qui sera toujours le cas quand on s'attaquera à la deuxième partie de la maison, on ne va plus faire de rénovation. On est content d'avoir stabilisé et embelli son aspect extérieur, mais il faut mettre en pause pour la suite. Et le garde-corps de la terrasse au-dessus de la verrière? Et les petites terrasses sur les tourelles? Et les contours de fenêtres en briques? Répondons simplement. Notre idéal serait de revenir à cet aspect du bâtiment. Il y a énormément de petites choses ici et là, donc on aimerait, mais tout ne sera pas possible. La priorité est avant tout de rendre cet endroit stable et salubre, les urgences d'abord. Le reste sera envisagé ensuite. On ne doit pas trop s'étaler ce qu'on fait déjà, parce que sinon rien n'avancera plus. Mais retarder certaines choses permet aussi de bien pousser les réflexions, recherches et analyses. Car parfois, une solution à laquelle on n'avait pas pensé se dessine. Retarder tout en les gardant en tête pour ne pas rater l'occasion ou se bloquer dans l'avancement des autres travaux, c'est parfois connexe et complexe. Et voilà pour la fin de cette série de questions consacrées aux travaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère que nos réponses vous ont éclairé. Portez-vous bien et à bientôt.